Ce dimanche. Entretien réalisé par Charles Kendre Beogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois l'honorable député Charles Lona Ouattara, auteur du livre Les dessous de la révolution voltaïque, la mélancolie de la victoire. Bonjour, honorable. Bonjour, Chandra. Ancien élève au lycée Ouézin Koulibaly, puis du Prytanée militaire de Kadiogo. Vous avez fréquenté avec le capitaine Thomas Sankara les mêmes établissements. Quelles étaient vos relations sur les bancs? Certainement que vous avez partagé des choses ensemble. Sankara était toujours un petit ami à moi, parce que, vous savez, quand vous commencez les études à l'âge de 12 ans à peu près ensemble, jusqu'en terminale, il est évident que des affinités fortes s'installent entre vous. Je peux vous dire que dès notre première semaine au lycée Ouézin Koulibaly, au vu de nos résultats à l'entrée en 6e, nous avons été un certain nombre d'élèves à avoir été choisis pour faire la série classique. C'était les meilleurs qui pouvaient faire ça. La différence entre le moderne et la série classique, aujourd'hui la série classique n'existe plus. Série classique, ça s'entend par l'étude en plus des autres humanités, c'est-à-dire des autres matières générales, l'enseignement du grec, du latin. Donc Sankara et moi, nous avons, ainsi que Toé Fidèle, qui est actuellement en vie et qui conseille à l'Assemblée nationale, nous avons été un certain nombre à avoir été choisis par l'établissement, par les enseignants au vu de nos résultats à l'entrée. Et puis il y a eu un test aussi qui a été fait. Puis donc on nous a orientés en série classique. Pour des raisons de sémantique, je pensais que moderne, c'était plus moderne que classique. Classique. Ça paraît... la différence fondamentale, c'était quoi? La différence fondamentale, c'est que en série classique, il y a l'étude du latin et du grec. Du grec, ok. Voilà, c'est ça la différence. À l'époque, et même aujourd'hui, faire partie, par exemple, de l'école militaire, le PMK, était un privilège. Vous voyez destiné à diriger le pays plus tard? J'ai jamais pensé diriger le pays parce que en entrant à l'armée, on ne se destine pas à diriger le pays. On se destine à défendre les intérêts vitaux de la nation, c'est-à-dire ses frontières, ses institutions démocratiques. Voilà. Vous avez reçu votre formation d'officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Là aussi, c'était un autre privilège. Saint-Cyr, c'est un label. On ne peut pas parler de privilège. C'est les études qui m'ont amené. Ce sont mes capacités intellectuelles qui m'ont amené à d'abord rentrer au lycée Ouézin Koulibaly. Ensuite, je vous ai expliqué qu'il fallait quand même être bon pour pouvoir aller en série classique. C'était les meilleurs, des jeunes de 6e. Ensuite, pouvoir entrer en classe de seconde au Prytanée militaire du Kadiogo. Ça n'était pas donné à tout le monde. Ça, on ne peut pas parler de privilège. Je ne suis pas enfant de militaire, rien. Enfant de paysans qui arrivent à ce stade. Et Saint-Cyr, évidemment, écoutez, de mon temps, le concours était ouvert à près de 5000 candidats en France, de jeunes Français. Et moi, quand même, je suis entré 4e sur 200 prix. C'est-à-dire que sur 5000, il y a 200 seulement qui sont retenus par an pour servir l'armée française. Et moi, je suis entré quand même 4e. Alors, on ne peut pas... Quand après ça, on dit il a été privilégié... Vous étiez destiné à servir l'armée française? Non. L'armée française a 200 places. Et les autres ouvertes pour les autres pays. Y compris les étrangers qui viennent. Nous étions du Burkina Faso, on était quoi? On était deux élèves, deux qui sont partis préparer l'école de Saint-Cyr. L'école de Saint-Cyr, on n'y entre pas en marchant. C'est une classe préparatoire qui fait appel à des niveaux très 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 élevés. Voilà. À Saint-Cyr, on a décelé en vous des aptitudes pour la langue anglaise. Vous êtes le premier officier burkinabé à être admis à l'école des télécommunications de l'armée de terre britannique à Blanfort. Vous en ressortez ingénieur des télécommunications et affecté à l'armée de l'air. Tout à fait. Comment vous avez vécu ça? Alors, non, je ne suis pas sorti ingénieur en télécommunication affecté à l'armée de l'air. Non. Après mes études d'ingénieur en télécommunication, l'armée de l'air qui se constituait, c'est devenu une jeune armée de l'air
qui était commandé par le commandant Diasso-Pierre, n'avait pas d'officier mécanicien de l'air. N'ayant pas d'officier mécanicien de l'air, étant donné que j'étais déjà qualifié, diplômé en télécommunication, l'ingénieur de l'air, vous voyez, c'est la mécanique, c'est l'électronique. Donc, j'étais le plus apte à faire cette étude-là. Donc, on m'a demandé de continuer directement sur une autre école en Grande-Bretagne, qui est l'école technique numéro 2 de la Royal Air Force, et qui se situe à Cosford, pas loin de Birmingham, dans le Midland. Donc, voilà. En 1980, vous êtes ingénieur aéronautique. Exactement. Et en 1983, ingénieur de l'aviation civile. Voilà, ça après une autre formation à l'ENAC. J'étais ingénieur militaire. Mais pour être ingénieur civil, de l'aviation civile, il faut aller à l'école... Parce qu'il y a une grande différence par rapport à ces... oui, il y a une certaine différence parce que les normes, si vous voulez, il y a beaucoup d'options dans le civil qui sont quoi? Vous avez les ingénieurs de l'exploitation de l'aviation civile, vous avez les ingénieurs de la circulation aérienne, c'est-à-dire ceux qui organisent l'espace aérien. Et tout ça, vous avez les ingénieurs électroniques dont je fais partie. Donc voilà, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. L'aviation militaire opère sous les normes de l'aviation civile quand même. L'aviation civile coiffe tout. L'espace aérien, il est réglementé par l'aviation civile. Ce n'est pas l'aviation militaire qui réglemente. Nous volons dans un certain espace, mais qui est réservé un peu aux militaires. Oui, mais dans le contrôle est quand même relève de l'aviation civile. C'est elle qui octroie ces espaces-là. Après Saint-Cyr, vous commandez la compagnie Boulgout 3 au front dans le premier conflit contre le Mali. C'était une guerre à l'époque appelée la guerre des pauvres. Quelle était votre mission là-bas? Quelle était ma mission? Oui. La mission, c'est de faire en sorte que les Maliens qui avaient occupé notre territoire, spécialement la mare de Soum, et son puits Christine, le forage Christine. C'est forage ou puits, hein. À l'époque, est-ce qu'on parlait de forage? C'est un peu, les caractéristiques sont différentes. Parce qu'un puits, c'est plus large, c'est plus ouvert, alors qu'un forage, mais c'est quelque chose de plus étroit, mais qui est probablement beaucoup plus profond aussi. Donc, ma tâche, c'était de libérer ma nation, c'est faire en sorte que le territoire, l'intégrité territoriale de notre pays soit recouvrée. Voilà. Et nous avons fait ce travail-là avec, au sein du bataillon Boulgou, qui deviendra plus tard le premier régiment d'infanterie commando, qui est installé à Dori, aujourd'hui qui s'appelle le 11e régiment d'infanterie commando. Pourquoi de 1 à 11? Simplement parce que le régiment est inséré dans la première région militaire. Voilà. Ensuite, dans une autre guerre, vous aurez eu des problèmes. Il semble qu'on vous accusait de passer de l'autre côté de la frontière et on vous aurait aperçu dans un char malien. C'est très intéressant parce que vous voyez, quand vous consultez par exemple, récemment, lorsque j'ai dédicacé mon livre, les gens n'ont pas pris soin de lire mon livre. Comment ça s'appelle? Omega FM m'a interviewé. Je leur ai dit que sous la Révolution, évidemment, parce que vous savez que la période de la Révolution a été considérée si longtemps comme une période taboue dont on ne doit pas parler. Si on en parle, on ne doit parler que du bien. Mais ça, c'est occulter l'histoire du Burkina Faso et je ne suis pas de ceux qui s'alignent dans ce genre de satisfecit, d'autant plus que je n'étais pas du tout d'accord avec la manière dont cette révolution a été menée par des officiers. J'ai trouvé ça totalement abject. On va parler plus tard. Donc je reviens sur cette accusation. Beaucoup d'internautes qui m'en veulent font l'amalgame, disent que oui, j'étais traître. J'ai été combattre de l'autre côté. J'ai été, comment vous appelez, déserteur. Des mots qui sont utilisés. Heureusement pour ces gens, ils ne s'affichent pas à visage découvert. Sinon, c'est la diffamation pure et simple. Mais ils savent que vous avez été condamné à mort. Attendez, oui, j'arrive. Donc, je vais leur dire que au moment où j'étais hors du pays, je n'étais plus militaire. Parce que le 14 décembre, ça c'est une précision qu'il faut que vous portez à vos collègues journalistes, le 14 décembre 1984,
j'ai été radié de la liste des contrôles des forces armées. À partir de ce moment-là, je suis libre de partir où je veux. J'ai été formé pour être militaire. Si on met brutalement fin à ma carrière militaire sans aucune explication, simplement parce que je ne suis pas un régime, je ne peux pas partager ça. Mais est-ce que vous êtes retrouvé au Mali, comme dit? J'arrive. Donc, si je ne vous explique pas, souvent les maillons manquent. Hein. Donc, c'est vous démontrez que j'ai jamais été déserteur, parce que au moment où on m'accuse, c'est-à-dire au moment le conflit, je suis plus militaire, donc je ne suis pas astreint à rester au Burkina Faso. On ne peut pas dire que je suis déserteur. Ensuite, au moment où je suis accusé, je suis consultant des Nations Unies à Nairobi déjà, au programme des Nations Unies pour l'environnement. En aucun moment vous étiez au Mali. On ne peut pas être au Mali tout en travaillant à Nairobi, aux Nations Unies. Vous comprenez? Et toutes ces preuves-là sont là, vous voyez. Donc, alors, simplement parce que, en partant en fin 84 du Burkina Faso, il y a plusieurs voies pour prendre un avion quelque part hors de mon pays. C'est pas à Ouagadougou que j'allais prendre un avion. Donc, soit je le prenais à Bamako, soit je le prenais à Abidjan. Mais donc, moi, je partais prendre mon avion à Abidjan, mais je suis passé par le Mali qui est à côté de chez moi. Ça, c'est un an avant. Donc, au moment où je suis accusé, je suis aux Nations Unies, je suis fonctionnaire. Les preuves sont là, mes contrats de travail et tout. Donc, tous ceux qui racontent du n'importe quoi, de l'amalgame, c'est des gens qui... Mais qu'en était-il de la condamnation à mort? Évidemment, oui. Ben oui, puisque le régime s'est complètement affolé et a commencé à m'accuser. Le fait de dire que j'étais vu au front avec les forces maliennes, les amène à me condamner, à réquisitionner tous mes biens ici, jusqu'aujourd'hui qui ne sont pas restitués. Normalement, j'ai été obligé de racheter. Vos proches en ont souffert? Mes parents, j'ai mon petit frère, mes deux oncles, un oncle administrateur civil à Banfora, qui a été malmené par la gendarmerie. Mon petit frère a passé un an et quelques. Un autre oncle, un an et quelques dans le sous-sol de la sécurité ici à Ouagadougou, complètement fallacieux. Qu'est-ce qui leur était reproché? Il leur est reproché d'être mes parents, c'est tout. Ils voulaient que, par ces prisonniers, que vous puissiez revenir au pays? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on vous a contacté quand vous étiez à l'étranger? Pas du tout, c'est moi qui ai contacté Sankara quand j'étais à Nairobi, aux Nations Unies. Et je lui ai écrit. Des Burkinabés sont venus en mission là-bas. Je leur ai remis du courrier pour lui. Il a bien reçu le courrier, il m'a répondu et m'a dit qu'il ignorait la situation. La situation que j'avais décrite, lui, il ignorait. Et que de toute façon, de me rassurer, lui, il va tout faire pour qu'il soit libre. Et effectivement, ils ont été libérés. Mais pendant cette période, si j'étais là, j'étais mort. Vous saviez que c'était... Vous savez comment ils assassinaient les gens? La cour marchait. Alors, je dis, sous le CNR, on exécutait les militaires par dizaines. Les gens ont pris ça. On vous a demandé de citer des noms, puisque... Qui m'a demandé de citer les noms? Puisque vous répondez à des gens. Ah oui, mais ils ne m'ont jamais rapproché, c'est vous qui me le dites. Vous parliez d'officiers qui ont été assassinés. Oui, les Tiendrebeogo Didier ont été assassinés, les Sommeyouriens ont été fusillés de manière absolument exécrable, Guébré Fidèle, tous ces gens-là. Et moi, je parle des exécutions de manière, pas par le fusil, mais par des décisions qui vous dégagent. Les officiers étaient dégagés par dizaines ou par vingtaines. Vous me comprenez? Et quand ils sont licenciés, ils sont empêchés de travailler. Qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez. C'était une autre forme de mort pour vous. C'est une autre forme de mort. C'est exactement ça, ce que j'ai voulu dire. Parce que vous licenciez les militaires, vous leur empêchez de travailler. Ils meurent, leur famille meurt. Voilà, exactement. Mais je peux vous apporter des listes. Des dizaines d'officiers, dont moi-même, ont été, le 14 décembre, nous avons été liquidés de l'armée de cette manière-là. Sous la Révolution, j'avais déjà une maîtrise en anglais. J'étais licencié en mathématiques. J'ai été présenter mes diplômes pour les faire valoir. Demander mes services au Britannique militaire. Le directeur d'école était prêt pour que j'enseigne. Puisqu'il n'avait
pas assez de professeurs. Mais le lendemain, lundi, il m'a dit non, c'est pas la peine. Je suis venu lui montrer mes diplômes. Il a dit non, les gens ne veulent pas que vous travaillez. On va revenir un peu sur votre carrière. En 1980, vous êtes chef adjoint des moyens opérationnels de l'armée de l'air et nommé du secrétariat permanent du comité directeur du CMRPN. En 1980, bien sûr, vous mettez les pieds dans l'arène politique. Je mets les pieds dans l'arène politique. C'est trop dire. L'armée avait, sous l'instigation du colonel Césaire-Beau, avait pris le pouvoir. Je n'ai pas fait partie. Moi, je suis arrivé d'Angleterre à la fin de ma formation, mes 2 formations techniques. Je suis arrivé à Ouagadougou à peine une semaine qu'il y a eu le coup d'État. Comme tous les militaires, tous les officiers, nous étions tous membres du CMRPN. De ce point de vue, quelques officiers ont été choisis par l'armée pour être au comité directeur du CMRPN. Mais c'est pas pour y faire de la politique. Mais c'est tout de même un poste politique. Je ne vois pas ça comme ça. Je vois cela comme une mission. Une mission, c'est pas une armée qui vient avec des slogans, c'est pas une armée qui vient avec une idéologie politique, c'est une armée qui vient pour essayer de stabiliser une situation et en principe partir. Le paradoxe se trouve au niveau du fait que vous disiez que l'armée ne doit pas être en politique. L'armée ne doit pas. C'est pas un paradoxe. Pour moi, c'est pas un paradoxe. À un moment donné, si les hommes politiques, par leur comportement, en arrivent au fait que la gestion du pays soit paralysée, il y a une seule institution organisée qui obéit à des ordres, qui obéit à une discipline. C'est la seule et dont la mission première, c'est la protection de l'intégrité territoriale et surtout de la nation. La désintégration de la nation, l'armée doit être garante de ça. Alors, si les civils, qui sont normalement les hommes politiques, n'arrivent pas à s'entendre et sèment le chaos dans un pays qui devient ingouvernable, il est évident que l'armée est la seule institution qui peut venir sauver la nation. Mais cela doit être ponctuel. Donc, c'est cela qui a été appliqué en 1980 avec... Exactement. Oui. Et je vais vous dire, pour vous dire pourquoi moi j'ai toujours été contre tout ça. Moi j'étais désigné pour être ministre des télécommunications à l'époque. Je devais remplacer Charles Oussou Bambara, mais j'ai refusé. Moi je ne suis pas indiscipliné. J'ai eu des camarades qui étaient très indisciplinés. Sankara était un officier très indiscipliné. C'est mon camarade. Un indiscipliné. Très indiscipliné. Très indiscipliné. C'est pour ça qu'il a voulu l'esprit révolutionnaire. Oui. Est-ce que révolution et discipline souvent vont ensemble? En principe, quoi que vous disiez, avant d'arriver à la révolution, on est indiscipliné. Mais quand on est révolutionnaire, on applique sa propre discipline. Pour arriver à la révolution, quand même, il faut brûler quelques étapes. Si les chantiers battus, déjà, dès le départ, on n'ira jamais à la révolution. Dès le départ, il est indiscipliné. C'est mon camarade. Moi, je ne lui ai jamais en voulu pour ça. Sinon, j'aurais été le premier à tirer sur Sankara. On a été très proches, même quand il était président. Mais j'aurais pu le finir. Mais je ne l'ai pas fait. Blaise l'a fait. Parce que, pour des raisons politiques. Mais quel a été votre rôle dans cette prise de pouvoir en 83? En 83, dans un premier temps, j'avais un rôle militaire, qui était que j'étais la 3e personnalité du haut commandement, Lengani Jean-Baptiste et Feu Savadogo Amadou, qui ont été assassinés aussi. Voilà un autre exemple des officiers exécutés, même si on ne l'a pas mis sur un poteau d'exécution, en vous assassinant dans la rue de manière traîtreuse, c'est lamentable. Donc, ça, c'était mon rôle à l'état-major général des armées, en tant que directeur des études et de la planification du ministère de la Défense. Ça, je l'ai exercé d'octobre 83. Dès mon retour de l'ENAC, de Toulouse, j'ai exercé cette fonction le 23 octobre 83, jusqu'à la mi-avril 1984, date à laquelle ils ont estimé que ils m'avaient suffisamment testé. Ils avaient testé mon engagement politique. Ils avaient trouvé que j'étais nul, que j'étais même réactionnaire, j'étais contre. C'est vrai, j'étais contre, mais je n'ai pas pris de fusil contre eux. Alors, à partir de ce moment-là, on m'a envoyé à Boulsa pour construire des villas. C'était une façon de vous écarter? De me finir. C'est pas écarté. Donc, ça veut dire que vous n'avez
n'avez pas joué un rôle dans la prise de pouvoir, l'avènement de la vie? Ah oui, le 4 août, moi je suis à Toulouse, je fais ingénieur de l'aviation civile. Je n'ai pas à me mêler de ce genre d'histoire. Vous me comprenez? Voilà. Donc, je suis revenu de Toulouse de trouver qu'ils sont en pleine révolution. On dit en 1983, le président Thomas Sankara vous fait appel pour être secrétaire général national du secrétariat général national du comité de défense de la révolution, mais vous déclinez cette offre que vous jugez politique. Non. Pourquoi maintenant? Non. Alors, je restitue un peu. Oui. Ce n'est pas quand je suis revenu, c'est quand je suis toujours à l'ENAC que Sankara me demande de quitter l'école pour diriger le secrétariat général national des CDR. D'abord, c'est un terme que je n'avais jamais entendu. Moi, je n'étais pas dans la littérature communiste, c'est les histoires de CDR à Cuba, etc. Vous n'avez pas... J'ai fait d'autres universités, beaucoup plus importantes. Donc, mais c'est simplement, moi, ma formation ne me permettait pas, ne m'autorisait pas à adhérer à ce genre de choses. Donc, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Et il a passé le téléphone à son épouse Mariam, qui aujourd'hui pourra confirmer si elle veut bien. Elle a parlé à mon épouse pour la convaincre de revenir ici. Nous étions tous... ma famille était... Quand vous avez 3 années d'études pour un militaire, la famille, l'état-major général, le ministère autorise votre famille que la famille suive. Donc nous étions toute la famille à Toulouse. Mariam, qui connaissait bien ma femme, a pris le téléphone des mains de son mari et après que le mari ait échoué avec moi, donc elle a essayé de convaincre mon épouse qui lui a dit elle s'intéresse pas à ces choses-là. Elle est étrangère d'abord. C'est une Kenyane. Mais finalement, vous êtes rentré? Ah non, mais finalement, je suis rentré parce que je dois revenir dans mon pays. C'est pas pour les révolutionnaires que je suis rentré. Je suis rentré en fin de... On dit qu'en 1984, vous êtes retiré de l'état-major général des armées pour être nommé chef de projet à Boulsa. La cité, le 4 août, mission à Zignaré. On parle aussi dans notre cas à Zignaré. Ah non. Mission à Boulsa d'abord. À Boulsa d'abord. Puis à Zignaré, où vous avez accompli votre travail. Mais à la fin, vous avez été suspendu tout de même. Non. Pourquoi cela? Dans un premier temps, je suis affecté à Boulsa. À Boulsa, on m'affecte avec une note confidentielle envoyée au haut-commissaire, qui se trouve être un des principaux révolutionnaires théoriciens de la révolution. Ces messieurs-là fait des confidences à son épouse. Son épouse a une confidente, c'est la femme de Bolliero. Bolliero qui sera ministre de la Défense et ministre je ne sais quoi, d'autres choses. L'épouse de Bolliero qui a probablement pitié de moi, je ne sais pas, en cas qui prend une certaine affection pour moi et me rencontre et me dit ce qui est dans le confidentiel. Et que j'étais envoyé là-bas pour être fini. C'est-à-dire à surveiller, éléments à surveiller de très près. Et alors, donc, quand je suis arrivé, avant de prendre connaissance de ce document, ce que les révolutionnaires reprochaient à la chefferie traditionnelle, moi aussi, moi, j'ai rien à y voir. Pourquoi? Parce que chez moi, je n'ai pas ça. Vous êtes allé vers eux? Alors, je dis bien, ce que les révolutionnaires reprochaient à la chefferie ne me concernait pas. Parce que, je n'ai jamais appris en Haute-Volta à l'époque qu'il y a une chefferie qui empêchait les paysans de travailler en Haute-Volta. 2, qu'il y a une chefferie qui occupait toutes les terres. Parce que j'ai toujours cru que les paysans burkinabés, à l'image de ceux qui sont chez moi en tout cas, les paysans du plateau Moussi ont leurs terres. Ça ne vient pas du chef du Moronaba. Donc quand on dit qu'on prend cette chefferie, on la compare, on la calque directement sur la chefferie en Europe, du Moyen-Âge et de la fin du XVIIIe siècle, je trouve qu'il y a un décalage total, donc c'est pas mon problème. Alors, moi j'arrive à Boulsa. Vous dites, c'était une mauvaise lecture, vous dites. Total. On va revenir par rapport à la sanction qui vous a été infligée. Alors, donc moi j'arrive je vous explique. Non, j'arrive pas. D'abord, Boulsa. Parce qu'on n'est plus par le temps. Mais à Boulsa, je suis sanctionné parce que j'ai réussi avant tout le monde. Voilà, c'est Charles. Vous êtes sanctionné parce que
que vous avez réussi? J'ai réussi mon projet au bout de 4 mois, alors qu'il y a des projets aujourd'hui qui n'ont jamais été faits. Jusqu'à aujourd'hui, nous étions 25 chefs de projet. Sur les 25, je suis le premier à finir. Au lieu d'inaugurer donc ma cité, évidemment, vous savez que Kadhafi leur avait promis du ciment. Jerry Rawlings leur avait promis du bois de construction contre notre bétail. Notre bétail, pendant qu'il partait tous les jours à Accra, nous ne recevions aucun timber, c'est-à-dire bois de construction. Alors, comment j'ai fait? Je suis allé voir le Boussanaba, qui m'a prêté main forte, qui a demandé à son gendre Atana Ouedraogo à Puitenga, où c'est Kaboré encore, je ne me rappelle plus. Il est décédé maintenant. Qui m'a prêté main forte, qui m'a mis à disposition les groupes électrogènes, plus de 25 groupes électrogènes, beaucoup de bois de construction, tout le ciment dont j'avais besoin. En 4 mois, moi, je l'ai fini. Vous avez fini votre œuvre. Voilà, et je suis sanctionné. C'est à la suite de cette sanction, évidemment, dont la levée de la suspension a été... Que Blaise, après, a levé la dont la levée de la suspension a été favorisée par Blaise Compaoré, par l'entremise de Diendéré Gilbert, mon ancien élève du PMK SUP. Voilà, que ma suspension sera levée et vous serez envoyé à Zia. Je suis surpris de voir que, au lieu de me laisser retourner à la caserne, que je suis envoyé à Zignaré. Pourquoi y faire? Sûrement peut-être pour rencontrer Blaise Compaoré le week-end. Mais ça, je ne veux pas. En 84, vous quittez le pays. Avez-vous vraiment été fin 84. Oui, avez-vous vraiment le 31 décembre 84. Oui, avez-vous vraiment été contraint de quitter le pays? Oui, j'ai été contraint d'une certaine manière. Parce que le 14 décembre, comme je vous l'ai dit en introduction, j'étais radié de la liste des contrôles des armées. Je ne suis plus militaire. N'étant plus militaire, je suis ingénieur. Je suis ingénieur, je peux aller vendre mes services à l'extérieur. Et c'est ce que vous avez fait. Deux. Dans la possibilité, je peux m'opposer au régime ici. C'est-à-dire que si je trouve un terrain favorable à l'extérieur pour renverser ce régime-là, je le ferai. J'étais prêt à 2 options. Est-ce que c'est pas cela qui vous a amené peut-être au Mali? Non, pas du tout. Cela ne m'a pas amené au Mali. D'abord, je suis arrivé obligatoirement pour arriver à Nairobi, il me fallait arriver à Abidjan. Donc, je suis arrivé à Abidjan. À Abidjan, quand je n'avais pas de papier, il fallait que je dissimule mes papiers du Burkina Faso parce que c'était beaucoup plus dangereux en tant qu'officier de vivre à Abidjan, puisqu'il n'y avait aucune certitude que je n'étais pas un espion envoyé par Sankara. C'est ce qu'on m'a reproché à Abidjan. Tous les services de renseignement militaire, la Côte d'Ivoire avait 3 services de renseignement militaire, israéliens qui conseillaient le président Houphouët-Boigny, français qui conseillaient le président Houphouët-Boigny, nationaux, l'armée ivoirienne elle-même qui conseillait le président Houphouët-Boigny, mais sur l'ensemble des 3 moyens de renseignement, seul un moyen de renseignement m'a donné raison, c'était les Ivoiriens, c'est-à-dire l'armée ivoirienne me connaissait, mais les autres ne me connaissaient pas. Pour eux, j'étais un espion. Donc, et puis, n'oubliez pas qu'il y avait une opposition armée qui vivait là. Cette opposition armée aussi me tenait à distance. Et c'est quand j'ai montré patte blanche que l'armée ivoirienne, les renseignements ivoiriens ont réussi à convaincre les autres renseignements que je ne suis pas un espion de Sankara, que maintenant on m'a envoyé rencontrer Jean-Claude Kamboulé, le capitaine. Avant cela, vous dites quelque part que la révolution n'allait pas durer. Qu'est-ce qui vous fondait? La révolution ne pouvait pas durer. Oui, quel était le problème? Elle ne pouvait pas durer. Pourquoi? Les premiers signes ne sont venus de Blaise Compaoré lui-même. Lorsque Blaise Compaoré me reçoit vers la fin de l'année 84 pour me suggérer comment il faut faire pour qu'on lève ma suspension, Blaise me dit, mais Charles, tu as vu comment c'est mauvais de politiser l'armée. Tout ça, c'est dans mon livre. Oui. Vous devez l'avoir, mon livre. Il faut le lire. Alors, quand Blaise me dit, Charles, moi je ne suis pas avec eux, mais il me tutoie directement. Je suis son supérieur. C'est parce qu'ils sont dans la politique, sinon il est capitaine quelques années après moi. Donc quand ce monsieur me dit, Charles, tu vois, comment c'est mauvais de politiser l'armée, je dis, mais alors, à quoi j'ai affaire là? Ça veut dire qu'au haut sommet, ils ne sont pas d'accord, pas du tout sur la manière dont l'armée a été politisée. Et s'ils ne sont pas d'accord et que Blaise est toujours chef du Sénèque,
avec pour adjoint le jeune sous-lieutenant Diendéré Gilbert, il y a de fortes chances qu'il y ait des étincelles. Donc là, je sors de là, je leur donne 2 ans maximum, ou 1 an. Je me suis trompé, ils ont vécu 3 années après ça. Alors, deuxième signe, le mur de Berlin. Et le mur de Berlin n'est pas encore parti. Mais moi, à Saint-Cyr, les enseignements militaires que nous, on reçoit, nous travaillons dans le cadre de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, contre le pacte de Varsovie. C'est toujours comme ça. Notre ennemi, c'était toujours l'ennemi rouge. Les Américains sont à la manœuvre. Les renseignements militaires nous donnaient au bloc soviétique pas plus de 15 ans. Ça se passe en 74 quand je suis à Saint-Cyr. Donc si vous ajoutez 15 années à 74, vous arrivez à 89. Vous êtes d'accord ou pas? Donc quelle que soit l'issue, si le bloc soviétique sur lequel nos petits camarades s'adossaient communistes pour faire leur révolution s'effondre, ils sont partis parce que la France va revenir dans son précaré. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Lona Ouattara. Donc la fin pour vous était prévisible. Nous sommes malheureusement pris par le temps. On va aborder les questions d'actualité rapidement pour terminer. On aurait dû parler de votre livre et de vos consultations à l'extérieur, mais c'est une partie remise. Voilà. On va plutôt parler de... Vous êtes membre de l'UPC, vous étiez élu député maire de Wéléni dans la Léraba à l'issue des élections de 2012. Mais coup de théâtre, vous faites partie des fondeurs au sein du parti. Avec le recul, est-ce que vous avez fait le bon choix en créant ce second groupe parlementaire au sein de l'UPC? J'ai d'abord un rappel historique. Ici, il y a eu beaucoup de commentaires. On n'aura pas le temps de rentrer dans ces choses. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je ne suis pas à 69 ans en train de ne pas savoir ce que je fais. Je me suis déjà trompé en suivant un chef qui peut-être que je ne connaissais pas très bien. Mais cela dit, une fois qu'on se ravise, il faut faire. Mais je voudrais vous dire quand même qu'il y a, avant ces cas-là, il y a eu en France, en 2012, François Fillon a créé le RUMP. Le RUMP, c'est quoi? C'est le rassemblement de l'UMP. Ça, c'est une dissidence du groupe parlementaire UMP à l'Assemblée nationale. C'est le parti majoritaire. Donc, avec une centaine de députés, 2012, François Fillon vient de finir de quitter la primature. Il était Premier ministre. Mais il crée le RUMP. Il fait une scission. Et cela a été accepté là-bas. Ça a été accepté. Et c'est ça qui va amener. Ici, la pilule n'est pas passée par là. On va revenir plutôt sur le cas de l'UPC, où vous êtes directement concerné. Oui. Parce que nous voyons que ici, beaucoup vous ont accusé d'avoir bénéficié des financements du parti pour vous faire élire, et après, bon. C'est de la plaisanterie. Oui. C'est ceux qui disent ça, ils ne savent pas comment l'UPC a été formé. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'UPC possède comme moyen. Vous n'avez eu aucun soutien financier. Quel soutien financier? C'est moi qui ai installé l'UPC dans ma province. Et je dirais sur près de 3 provinces. La Comoé, la Léraba et le Kénédougou. De mes moyens. Vous comprenez? Moi, je suis d'origine du Kénédougou. Mais j'ai été envoyé dans la Léraba parce que ma commune a été rattachée à la Léraba en 96 seulement. Donc vous pensez qu'on me connaissait dans la Léraba? C'est au Kénédougou, à Orodara, que je suis connu. Mais donc pour pouvoir réussir dans une telle province, il faut s'assurer que toutes vos arrières sont couvertes. C'est-à-dire le Kénédougou, la Comoé et voilà, l'UPC. Quel moyen? C'est parce que nous sommes arrivés en force à l'Assemblée nationale avec 19 députés à la première élection que l'État a pu donner quelques subventions à l'UPC pour qu'il puisse avoir quelques moyens. Sinon, les responsables régionaux dont je suis, c'est nous qui financions tout. Allez-y, venez chez moi voir. Beaucoup annonçaient plutôt les membres
l'IPC Renouveau dans le nouveau gouvernement qui vient de s'installer. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? C'est là où vous m'apprenez un truc. Parce que moi, je ne suis pas entré en politique pour être ministre. Non, on ne parle pas de vous, mais on disait que les dissidents partaient pour soutenir le MPP. Oui, c'est toujours... Non. C'est toujours ce que les gens reprochent. On a dit aussi que nous avons été achetés par coups de milliards. Vous voyez, on prend toujours des exemples parce que Blaise, d'après vous, moi je n'étais pas là. Au moment où Blaise divisait la classe politique, moi j'ai jamais été ici. C'était pas mon problème. Mais quand je suis arrivé à mon âme et conscience. Je ne suis pas arrivé pour que quelqu'un me manipule. C'est justement parce que je ne suis pas d'accord avec les manipulations des états-majors politiques, des partis politiques que je ne peux pas accepter rester dans un IPC où les gens confondent, par exemple, l'autorité avec l'autoritarisme. C'est deux choses différentes. Mais moi, à 69 ans, on ne peut pas me guider à la baguette. Une dernière question pour terminer. Comment vous voyez la suite? Est-ce qu'une réconciliation est... Une réconciliation est possible si le chef... c'est marrant. Ici en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, c'est le chef qui a toujours raison. Le chef a toujours raison. Alors, il faut un moment quand un bonhomme contre 13 messieurs, le seul bonhomme a raison sur 13. Parce que là-dedans, vous allez me dire, et les autres députés, oui, il y a plein qui ne partageaient pas le fait, mais qui n'ont pas le courage. On n'a pas tous le même courage, on n'a pas tous le même degré d'intégrité. Pouvoir résister aux pressions diverses. C'est surtout quand votre campagne est payée par un chef. Moi, je ne suis pas... Diabré ne me paye rien. Donc, je ne vois pas comment je peux me soumettre à des dictats pareils. Donc, vous avez pris vos responsabilités tout à fait. Camarades. C'est ce qu'on appelle... Est-ce qu'on ne dites pas camarade. Moi, je ne suis pas camarade avec personne. Je veux dire les autres membres du vote. Voilà. C'est le terme le plus... Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un nouveau parti à partir de là? Je n'en sais rien. Mais je n'avais pas fini de répondre. Vous avez dit, est-ce que la réconciliation est possible? C'est Diabré reconnaît qu'il a eu tort de balancer nos noms dans un journal de manière à salir nos noms pour nous opposer au président Roch aujourd'hui. Salif Diallo étant mort, on n'accusait pas les morts. On a attendu que Salif soit enterré et tout pour balancer son nom, plus le mien. Mais là-dedans, lui-même, c'est pas une confidence. Il le dit ouvertement devant mes camarades que mon nom a apparu au journal parce que, j'ai invité Salif Diallo dans ma région. Oui. 2, Salif Diallo a promis de bitumer ma route. 3, si la route est bitumée, lui, il ne sera pas élu président en 2020. Je pensais que je suis entré en politique pour ça. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à l'honorable député Charles Lona Ouattara. Merci d'être venu dans nos studios. Merci Charles. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Embarqua à Ouagadougou, direction pour la Côte d'Ivoire. Nous arrivons à jamais de nom. C'était à 23h46. Après transaction avec détachement, direction à Komassi, là où les habits sont versés. La cité de Burkinabé à Komassi. Nous arrivons à Komassi. Je ne me suis jamais senti détenu. 3 jours après, invitation à Cocody, au Codiso de Pia.
Dédicace spéciale à mon oncle Tortel Animal, le tonton Choco. Merci pour tout. Une nouvelle aventure commence. Peuple africain, pour les cieux et sur tout le monde. Peuple africain, pour les cieux et sur tout le monde. 7 décembre 1993, les médias ivoiriens annonçant le départ céleste de Papa Nana Houphouët-Boigny. On dit le soleil s'est éteint. Aïe, 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 aïe. L'homme qui créa la fameuse phrase, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. En même temps, Henri Konan Bédié devient président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que selon la constitution ivoirienne, il est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire.